Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective. La semaine a été longue. Nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir, en tout cas, de revenir sur les grandes informations. 17h30 à Goma, des heures de plus GMT. On parle de questions de l'Est de la République démocratique du Congo. En Suisse, on a fini à signer, comme toujours. Sur terrain, il y a toujours encore des combats, on va en parler. Mais la première délégation est arrivée à Goma, on va en parler. Également la chef de la MONUSCO qui arrive à Goma. Nous allons revenir sur également ces dossiers de migrants. La première délégation venue des États-Unis arrive au Congo, mais ceux qui viendront de l'Afghanistan et qui sont aujourd'hui à Doha refusent de venir. Et Trump dit il faut encore se renseigner sur ces dossiers. Qu'est-ce qu'on parle également en RDC? Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Merci beaucoup, Blaise. Bonjour à tous que tu veux de partout à travers le monde. C'est plusieurs choses à la fois au courant de cette semaine. Mhm. On va y aller petit à petit. D'abord, ce qui s'est passé en Suisse. On a signé encore, Mhm. mais sur terrain, il y a des combats. D'ailleurs, à Minembwe, une université qui a été touchée, c'est une violation quand même du droit international humanitaire. Les institutions civiles ne doivent pas être touchées. Qu'est-ce que l'on comprend de cet accord en Suisse? Des signatures en signature, mais des combats sur terrain. Merci beaucoup, Blaise. Il faut d'abord commencer par dire que c'est une avancée significative. Cet accord de mécanisme d'entente de suivi de cessez-le-feu signé à Montreux en Suisse, c'est la suite du processus de Doha, mais avec une particularité, l'implication de l'Union européenne qui était jusque-là écartée de ce processus. Parce que nous savons très bien que le Qatar, les États-Unis pilotent depuis plusieurs mois ces processus pour aboutir à une désescalade du conflit dans l'est de la RDC, ce conflit qui oppose le gouvernement congolais à la 123, mais l'Union européenne qui insiste sur l'aspect humanitaire n'était pas jusque-là impliquée. Mais avec cette relocalisation de ce processus ou de pourparlers, nous avons senti cette insistance de l'Union européenne sur le respect du droit international humanitaire, mais aussi sur l'ouverture du couloir humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, sur le terrain, ce sont des bombardements qui se poursuivent. Cette semaine, il y en a eu au moins trois. Un à Kibati dans le territoire de Massissi, un à Mikenge et un autre qui a touché Minembwe Centre dans les hauts plateaux de Fizi au sud Kivu. Et la F-123 a fait autant de communiqués pour interpeller la communauté internationale, les communautés sous-régionales sur cette violation du cessez-le-feu. Et nous avons assisté à un jeu de ping-pong parce que côté gouvernement congolais, il y a eu aussi un communiqué des forces armées de la RDC accusant la F-123 des violations de cessez-le-feu, par là même de nouveaux camps installés au sud Kivu. Côté F-123, ça dénonce la violation du cessez-le-feu et ces accusations n'instaurent pas un climat de confiance entre les deux parties censés poursuivre les pourparlers dans les prochaines semaines parce que ce n'était qu'une partie remise à Montreux. Le processus est encore long, comme je l'ai toujours dit Blaise. Quand on parle de mécanisme de suite sur le feu, ce n'est que le premier pas parce que rien ne peut se faire, rien ne peut évoluer sans ce seul feu sur le terrain, sans cessation des hostilités. Et le deuxième pas, c'est cette libération des prisonniers pour faire preuve de bonne foi et faire preuve aussi des concessions dans les discussions. C'est maintenant, après les deux étapes, que peuvent commencer maintenant les protocoles de négociation. Et quand on parle de protocole de négociation, il y a plusieurs points qui avaient déjà été annoncés lors de signature du premier accord à Doha. On sait qu'il y a plusieurs protocoles
à être discuté et on n'en est même pas au premier protocole. On est juste là au préalable qui doit être fait pour qu'il y ait ces dialogues. Maintenant, la question que les observateurs se posent, Moi, je vais poser notamment nous, les journalistes, la première question, Jospin. bien sûr. D'abord, on a parlé de la libération des prisonniers. 10 jours, nous sommes encore dans les délais, mais les délais vont expirer, je crois, la semaine, le début de la semaine prochaine. Est-ce que vous sentez la volonté vraiment de commencer à mettre en exécution ce qui a été signé sur le papier? L'F-123 a fait sa restitution à Goma cette semaine. Mais vous avez senti, il y avait toujours des accusations bien jusqu'à sûr, ce sa niveau. délégation venue de Montreux est déjà arrivée ou rentrée à Goma et nous a conviés à une séance de restitution. Nous qui sommes de la presse localement et ce que nous avons retenu, c'est qu'il y aura échange des prisonniers, il y aura libération des prisonniers, plus de 300 je pense, côté F-123 et comme vous le savez, il y a déjà plus de 5000 militaires FARDC qui jusque-là sont restés dans les zones de l'F-123 alors que le mouvement avait présenté ces militaires comme des rendus qui doivent être rendus ou retournés au gouvernement congolais. Mais jusque-là, le CCR qui devait jouer l'intermédiaire et le gouvernement n'a pas encore réagi à cette situation. On ne sait pas quand est-ce que ces militaires vont rentrer dans les camps de Kinshasa. Mais cet autre exercice qui est en vue consiste à faire preuve d'avancée de ce qui a été signé à Montreux en Suisse. Mais jusque-là, on a parlé de 10 jours. On est encore dans le délai Blaise. Je pense que là, ça sera en début de la semaine prochaine. On attend ce que ça va donner. Mais même si les prisonniers, on échangeait les prisonniers, si sur le terrain il y a encore des bombardements, il y a encore des hostilités, des combats, ça ne va servir à rien. Parce que la base de toutes les escalades pacifiques du conflit, c'est d'abord la cessation des hostilités, parce que ça évite aussi des victimes civiles. Une deuxième nécessité, c'est l'ouverture du couloir humanitaire, parce qu'on ne peut pas se voiler la face dans des zones bombardées, dans des zones sous des combats. Il y a des victimes civiles, parce qu'il y a des déplacements des populations. Et ces populations, pour la plupart, se dirigent vers la brousse, vers des zones enclavées où il y a difficile d'accès humanitaire. Je vais parler des zones qui ne sont plus habitées depuis une année, comme Manga, comme Bouimba, Kasopo. Et les habitants de tous ces villages-là sont en perpétuel mouvement, en déplacement. Ils peuvent se retrouver à Kibati et après, il y a encore un bombardement là-bas. Ils vont à Kiboua, dans la brousse. Ils peuvent se diriger vers Kimoua, où ce n'est pas encore sûr. C'est-à-dire qu'il y a un réel besoin humanitaire dans des zones sous bombardement, comme Minembwe, par exemple. À Minembwe, tout le monde est victime. À Minembwe, tout le monde est vulnérable. Tous les habitants de Minembwe actuellement sont vulnérables parce que ils peuvent être à tout moment touchés par des obus, par des restes de bombes et ils n'ont pas une voie pour se diriger vers Uvira centre. Parce que d'un point zéro, à l'intervalle, il y a des hostilités. Il y a une question qui s'est posée par rapport à la réouverture de l'aéroport d'Igoma, la réouverture des banques, parce que cela aussi va permettre un peu de soulager la souffrance de la population. Quelle réponse l'M23 donne par rapport à ça? Ils ont fait une restitution. Selon la F-123, est-ce que la préoccupation était soulevée? C'est Kinshasa qui bloque ou qui bloquerait cette réouverture de l'aéroport de Goma. Parce que, comme vous le savez, Van de Peer, qui était arrivé ici, la chef de la MONUSCO par intérim, à Goma, avait rassuré à ce sujet, mais aussi au sujet du suivi de cessez-le-feu, en allant vers Uvira et tout. Jusque-là, la délégation n'est pas encore rentrée à Uvira après une première arrivée d'évaluation. Mais cette question est très sensible, Blaise. Surtout la question de réouverture des banques. Je ne pense pas que Kinshasa peut accepter que les banques soient rouvertes dans cette zone contrôlée par la F-123. Mais pour des raisons humanitaires, c'est possible, mais pas toutes les banques et pas rouvrir les banques au public, au grand public. Peut-être aux organisations humanitaires et c'est possible même que l'argent
soient retirés à partir même du Rwanda ou des zones sous contrôle de Kinshasa comme Beni et soient acheminés par avion. Mais je ne pense pas que la question des banques soit prioritaire à l'accès humanitaire. Pour Kinshasa. Pour Kinshasa surtout. Mais par contre, la réouverture de l'aéroport de Goma est très capitale pour l'accès humanitaire dans cette zone qui est encore vulnérable des combats et tout. Et je pense que cette question va revenir encore sur la table à Montreux. Je ne sais pas s'il y aura un autre round très prochainement. Mais il y a aussi ces visites du nouveau chef de la MONUSCO, James Wan, qui est passé par Beni, Ituri et après Goma. Je pense que lui aussi va épingler cette question et va récolter les avis des uns et des autres et fera peut-être un rapport à l'ONU parce qu'il est le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il faut que cette question soit discutée avec franchise pour qu'il y ait cette ouverture de l'accès humanitaire dans l'est de la RDC à travers Goma, parce que Goma c'était le point stratégique de l'est de la RDC. À partir de Goma, le Maniema a été désenclavé, l'Ituri, le Sud Kivu, mais aujourd'hui, quitter Maniema, quitter Kindu par exemple, pour Goma, ou même pour Kinshasa devient une catastrophe. Il faut passer des semaines et des semaines parce que ce n'est qu'à travers l'aéroport de Goma qu'il y avait des escales à Kindu, de Goma à Bunia, à Kindu, escales et puis vers Kinshasa. Mais depuis que l'aéroport de Goma donc, est fermé, les conséquences ne sont pas seulement humanitaires, elles sont aussi commerciales dans toute la région de l'Est. Vite, on en parle, Jospin. Les migrants sont arrivés en RDC. Judith Soumino a dit, il ne maîtrise pas la nationalité de ces migrants. La question a évolué. Les Afghans devraient arriver au Congo. Ces Afghans refusent de venir. Trump qui dit, je ne sais pas encore, je dois encore vérifier. Qu'est-ce qu'on comprend de ces dossiers? Vite, on en parle. Oui, merci. Il y a déjà une quarantaine de migrants venus de l'Amérique du Sud qui sont arrivés... Amérique latine. Oui, c'est ça, l'Amérique du Sud, en République démocratique du Congo. Et eux aussi ne sont pas rassurés. Ils ont difficulté parce qu'ils ne s'adaptaient pas au contexte local à Kinshasa, la langue, la culture, le climat et tout. Mais c'est une transition. C'est une transition. Ils ne vont pas rester en RDC. Ils vont répartir. Déjà, Bogota qui a saisi les États-Unis pour que ces migrants retournent au pays, en Mexique. Et je pense que d'autres pays vont faire pareil parce que le Congo, ce n'est pas une destination sûre qu'on ne se vale pas la face. Aujourd'hui, personne ne peut se réfugier au Congo. D'ailleurs, les Afghans ont dit nous avons fui la guerre. Au Congo, il y a encore la guerre et on ne peut pas venir là-bas. Ce n'est pas une destination sûre. Il faut voir en Ouganda, dans les camps des réfugiés, la majorité sont Congolais. La majorité aujourd'hui sont Congolais. Le Congo se retrouve à la première position des demandeurs d'asile aujourd'hui à Mayotte. Et il faut voir quel trajet ils font. De Goma jusqu'à Mayotte, c'est un parcours mortel. Parce que récemment, il y a eu une vingtaine, parmi lesquels au moins 12 Congolais décédés dans l'océan Indien, tentant de rejoindre Mayotte. La Belgique qui a récemment mis fin aux demandes d'asile pour des Congolais parce qu'ils étaient déjà nombreux, plus de 30 000. Et je ne vois pas quel pays aujourd'hui peut choisir la RDC comme destination pour ces migrants. Voilà même la crainte de ces Afghans qui sont à Doha, au Qatar, qui se sont dit, nous ne pouvons pas aller au Congo. On fuit la guerre chez nous. On ne peut pas fuir la guerre pour aller encore se retrouver dans un contexte d'insécurité grandissante en République démocratique du Congo. Je pense que ce n'était pas une bonne décision pour Kinshasa d'accepter que cette transition passe par Kinshasa parce que le contexte sécuritaire au pays ne permet pas de recevoir des migrants en RDC. Aujourd'hui, les Congolais sont parmi le peuple qui se déplace partout au monde à la recherche peut-être d'une vie un peu aisée parce qu'au pays, ça ne va pas seulement la guerre Blaise qui cause problème en RDC, il y a aussi le problème de chômage. Pour les jeunes, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'opportunités, de crédit, ni de formation.
Les jeunes ne se retrouvent pas au Congo. Il faut voir même en Belgique ou en France, si aujourd'hui les Congolais peuvent remplir des salles de 20 000 personnes Mhm. en France ou en Belgique lors des concerts, c'est parce qu'il y a tellement de Congolais qui fuient le pays. Alors, ce qui se passe, je vois déjà l'opposition, la société civile qui s'oppose fermement à cet accord-là signé entre la RDC et les États-Unis. Et je pense que ça vaut la peine qu'on mette fin à cette aventure et qu'on se concentre d'abord sur les problèmes congolais aujourd'hui, l'insécurité, l'instabilité du pays et tout ce qu'il y a comme mot qui ronge notre société avant de prétendre accueillir d'autres citoyens du monde qui sont peut-être en difficulté, parce que moi je pense que les Congolais font partie des peuples le plus souffrants du monde actuellement. Merci Jospin, merci à vous chers internautes. Merci surtout de nous faire confiance pour vous informer. Merci de vous abonner à la chaîne massivement pour nous donner de la force. On commence la nouvelle semaine ensemble. On passe également ce week-end ensemble. Portez-vous bien.